Bientôt les vacances. L'occasion pour Michel Souris de nous emmener en balade sur une route française mythique. C'est parti. Des routes dont le numéro évoque à lui seul tout un pays et qui, en plus, ont droit à leur propre chanson, il n'y en a pas 36. En fait, il y en a deux. La route 66, bien sûr, qui va de Chicago à Los Angeles, mais aussi la Nationale 7, cette mythique route française. Vers les rivages du Midi, National 7. C'est vrai, la Nationale 7 conduit vers les rivages du Midi, de Paris à Menton. 996 km en tout, ce qui en fait la route la plus longue de France. L'autostop, en revanche, ce n'est plus ce que c'était. On peut attendre longtemps au bord de la route, surtout si on porte un gros sac à dos et si on est un garçon un peu velu. D'autant qu'aujourd'hui, plus grand monde n'emprunte la fameuse Nationale 7. Elle a été supplantée par plus large, plus rapide et plus chère qu'elle, l'autoroute A7. Et à cause de cette maudite autoroute, la Nationale 7 fait moins recette maintenant, aux grandes dames des petits restos, des petits hôtels, et on ne s'arrête plus dans les petits routiers, obligatoirement sympas. On s'arrête dans des aires de service avec des cappuccinos lyophilisés, des croissants sous vide, des sandwichs croque-malins et des tables allongées dans les toilettes. Le début de la Nationale 7, c'est officiellement là, devant Notre-Dame de Paris, au point zéro des routes de France. Il y a même une plaque. À l'époque de son heure de gloire, dans les décennies d'après-guerre, on prenait la Dauphine, la 403, la DS ou la Frégate, on sortait de Paris, une petite prière à Notre-Dame de la Route à Fontenay-sur-Loing, à 100 km de là, et zou, en route vers le sud. En fait, la Nationale 7 ne s'appelle 7 que depuis 1824, lorsqu'elle a été pompeusement déclarée route royale de première classe numéro 7. Au fil des années, on l'a élargie, on l'a goudronnée, on l'a flanqué de ses célèbres bornes au bonnet rouge, et son âge d'or a vraiment commencé avec le début des congés payés en 1936 et le développement de la voiture particulière. La Nationale 7 est devenue la route la plus empruntée de France, comme en témoignaient ses légendaires embouteillages. Ce qui fait son charme si particulier, c'est qu'elle traverse plein de régions différentes. C'est un concentré de France à elle seule. Voici la Bourgogne, bientôt l'Auvergne, puis la vallée du Rhône. Là, à hauteur du 45e parallèle, au point dit latitude 45, à Pont de l'Isère, une petite stèle en grès nous annonce « Ici commence le Midi ». Et puis c'est le petit frisson quand on dépasse Avignon, parce que là, on commence à vraiment sentir la lavande, à sentir la Provence. Le tout étant de ne pas être allergique. C'était long, mais on restait zen. Rouler sur la Nationale 7, c'était croiser autant de promesses d'un été d'insouciance sur la Côte d'Azur. Mais qui, aujourd'hui, emprunte encore cette bonne vieille route du soleil? Les automobilistes qui ne veulent pas payer les péages autoroutiers et les nostalgiques. Ils sont de plus en plus nombreux, figurez-vous, et parfois, ils ont de drôles d'idées. Par exemple, à La Palisse, dans l'Allier, on organise chaque année un embouteillage de véhicules anciens. Comme au bon vieux temps. Ils viennent de la République démocratique du Congo, d'Iran, du Gabon ou de Syrie, et ils ont quitté leur pays d'origine pour une nouvelle vie en Europe. Carambolage leur a posé la question suivante. Qu'est-ce qui vous surprend en France ? Je suis Fabrice Kalonji-Mbikei, je viens de la République démocratique du Congo. J'ai 33 ans et ça fait pratiquement 2 ans et demi que je suis ici en France, à Paris précisément. Et la première des choses que j'ai remarqué dès que je suis arrivé, c'est le nombre de restaurants. Il y en a plein, même dans les endroits où on s'y attendait le moins. Ils sont toujours pleins. Et il faudrait faire la queue pour avoir une place. Donc il faudra attendre jusqu'à ce qu'une place se libère pour se mettre. Et j'ai l'impression que tous les Français, les Parisiens précisément, ils dépensent la moitié de leur salaire pour aller manger au restaurant. Ils mangent au restaurant matin, midi, soir. Par contre, à Kinshasa, dans mon pays, la République démocratique du Congo, le restaurant, il y a 2 moments. Et le premier, c'est lorsque je suis dans un rendez-vous avec mon amoureuse, par exemple. Et le deuxième, c'est lorsque je suis invité dans une fête d'anniversaire. Ariane Kujawski est française. Ce soir, elle nous parle d'un club typiquement français qui est pour elle indissociable des vacances au bord de la mer. Mais voyez plutôt.
Mes vacances d'été, je les ai longtemps passées au bord de la mer chez mes grands-parents, sur la côte atlantique. Un jour, à l'âge de 8 ans, j'ai vu sur une plage voisine de la nôtre un groupe d'enfants s'amuser sur le sable. Rien de plus normal, me direz-vous. Mais cela était particulier. Sur la plage, ils avaient leur espace bien à eux où ils faisaient de la balançoire, sautaient sur un trampoline et jouaient autour d'un grand portique. Autour d'eux, des drapeaux ornés d'un personnage de dessin animé que j'adorais, Mickey, la souris de Disney. Je mourais d'envie de me mêler à eux, mais une barrière m'en empêchait. Pour rejoindre ce monde idéal, il fallait s'inscrire et surtout payer. Une solution bien pratique pour certains parents. Pour une modique somme, on dépose son enfant une demi-journée ou une journée entière et en échange, vive la liberté. Mais pour mes parents, c'était hors de question. La plage, c'est à tout le monde. On ne va pas payer pour ça, c'est absurde, s'agaçait mon père. Avec son sourire immuable, Mickey semblait me narguer. Eux font partie du club, et pas toi. Et quel club! Avec son espace privé sur le sable, sa carte de membre, ses t-shirts et autres cadeaux Mickey, il transformait les enfants en VIP de la plage. Moi, j'essayais de me faire une raison. Je ne serai jamais membre du club Mickey. Tu n'as pas besoin de cette souris américaine pour jouer sur la plage, répétait mon père en levant les yeux au ciel. Vous l'aurez compris, chez moi, on n'était pas spécialement américanophile. Pourtant, mon père aurait mangé son chapeau s'il avait su que l'arrivée de Mickey en France n'est même pas due à un Américain. C'est l'œuvre d'un Français, le journaliste Paul Vinclair. Dans les années 30, il dirige une agence de presse qui rachète les droits de bandes dessinées américaines pour les revendre aux journaux français. Le catalogue s'enrichit chaque année et les bandes dessinées de Walt Disney plaisent aux lecteurs français. Un jour, Paul Vinclair a l'idée de s'en servir pour lancer son propre journal en France. En 1934, il fonde le journal de Mickey et c'est un succès immédiat. Paul Vinclair a un sens aigu du marketing. Il décide d'aller chercher les lecteurs là où ils passent leurs vacances, au bord de la mer. Il passe des partenariats avec des clubs de plage qui existent déjà depuis une vingtaine d'années sur le littoral français. Plusieurs d'entre eux acceptent d'être les relais du journal de Mickey et en 1935, les premiers clubs Mickey fleurissent avec leurs bannières publicitaires, leurs drapeaux et les cadeaux au nom du journal. Un an plus tard, il y en a pas moins de 100 dans le pays. Les clubs se veulent éducatifs et même sanitaires. On fait faire du sport aux enfants au grand air, on les protège ainsi de potentielles maladies et en même temps, on leur transmet certaines valeurs morales chères à Paul Vinclair. La persévérance, la débrouillardise, l'action, mais aussi la réflexion, à l'image de la devise du journal de Mickey, droit et adroit. Pas le temps de s'ennuyer donc. Autour du grand portique métallique planté dans le sable, les enfants enchaînent des parcours sportifs, des concours de château de sable ou de déguisement, de la natation, le tout encadré par des professeurs d'éducation physique. Aujourd'hui, les activités sont toujours les mêmes. Bon, on fait moins d'athlétisme, mais on continue à se battre pour être le premier sur le trampoline. Et le club Mickey est toujours l'attraction de la plage. Là où j'ai passé mes vacances l'été dernier, impossible de le rater. 25 ans plus tard, j'ai retrouvé la même sensation d'envie en observant les enfants s'amuser entre eux. Oui, bon, je sais, pour moi, il est un peu tard. Mais pourquoi pas pour mon fils ? Ah, pas de chance, il est encore trop jeune. Mais l'année prochaine, c'est juré, je l'inscrirai. Lui aussi deviendra un VIP de la plage. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Vous trouvez ? Vous avez la réponse et l'indice ? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense.
Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Cette fois-ci, ce n'était pas si évident. Il fallait repérer le logo rouge et blanc avec les lettres NKD. NKD est un magasin de textiles à bas prix parmi les plus importants en Allemagne et en Autriche. On ne trouve pas d'enseigne NKD en France. Nous ne pouvions donc être qu'en Allemagne.